Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous faites bienvenue à toutes et à tous dans l'essentiel de l'actualité économique vue par votre rédaction. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous abordons les 1 an de l'exercice de Judith Seminois-Toulouka à la tête du gouvernement et du bilan de manière globale de son gouvernement depuis son investiture au mois de juin en 2024. Quel bilan nous pouvons en tirer? Dans cette émission, nous allons nous atteler essentiellement sur les secteurs économiques de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, le secteur des finances publiques. Le gouvernement seminois a-t-il justement réussi à atteindre ses objectifs de mobilisation des recettes pour cette première année et comment fait-il face aux dépenses, aux fluctuations notamment des cours mondiaux des matières premières, puisque l'économie de la RDC reste jusque-là dépendante justement des cours mondiaux des matières premières. Et puis nous ferons également un focus un peu plus particulier sur le taux d'échange qui semble aujourd'hui être comme une réussite du gouvernement seminois, une année depuis son investiture. Le franc congolais a-t-il réellement maintenu sa stabilité cette année et comment cette perception de stabilité s'est traduit-elle pour les citoyens lambda? Quelles ont été les actions clés de la Banque centrale, notamment pour influencer le taux d'échange et ont-elles été efficaces aux pressions endogènes tout comme exogènes? Nous en parlons dans cette émission et puis nous reviendrons sur le secteur moteur de l'économie de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, le secteur minier, quel bilan faire de la gouvernance de ce gouvernement dans ce secteur? Le secteur minier, justement, a-t-il généré des retombées suffisantes pour les budgets de l'État cette année? Et comment le gouvernement gère-t-il la volatilité des cours mondiaux, mais aussi quelles sont les avancées tangibles en matière de gouvernance et de transparence dans ce secteur qui a été longtemps, qui a fait longtemps objet de plusieurs tares, notamment la corruption et la fraude. Voilà donc l'essentiel des sujets que nous allons aborder dans votre magazine aujourd'hui consacré au 1 an de l'exercice du gouvernement seminois depuis son investiture. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour en parler, je suis avec moi sur ce plateau les habitués de cette émission, l'essentiel de l'écho. Bonjour Tony Antandi Bentila. Bonjour Patrick Lombala. Bonjour Igor Biwaka. Bonjour Patrick. Merci à vous tous deux d'être là pour justement parler et essayer d'établir un bilan de la gestion de Judith Seminois-Toulouka sur les plans économiques essentiellement. Et nous allons commencer tout de suite, comme annoncé dans l'entame de cette émission, par le secteur des finances publiques en République démocratique du Congo. Comment a-t-il été géré? Quels sont les défis auxquels ce secteur a dû faire face au cours de cette première année de Judith Seminois à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet événement. Première femme à la tête de l'exécutif congolais était investie. 12 mois plus tard, l'heure est au premier bilan, notamment dans les secteurs névralgiques des finances publiques. Entre efforts de réforme et réalité complexe du terrain, la gestion du trésor congolais a navigué en eau agitée. Depuis l'arrivée de son gouvernement, Kinshasa a maintenu et même intensifié la pression sur la mobilisation des recettes. Des initiatives de numérisation et d'optimisation des services fiscaux et douaniers ont été renforcées, visant à réduire les fuites et à augmenter la collecte des recettes non fiscales. L'objectif est clair, asseoir la RDC sur des bases financières plus solides, moins dépendantes de la seule manne minière. Cependant, cette dépendance reste une réalité. Les fluctuations de cours de matières premières sur le marché mondial ont continué d'influer directement sur les prévisions et les réalisations budgétaires. Le gouvernement a dû faire preuve d'agilité pour s'adapter à cette volatilité, démontrant la fragilité inhérente aux économies entières. Côté dépenses, l'année a été marquée par des priorités incontournables. La situation sécuritaire dans l'Est, notamment avec les conflits du M23,
a exigé des allocations substantielles pour la défense et la sécurité. Partiellement, des acquis sociaux majeurs, à l'instar de la gratuité de l'enseignement primaire, ont continué de peser lourdement sur le budget de l'État. Les programmes de développement local des 145 territoires a également absorbé une part importante des ressources, bien que sa mise en œuvre sur le terrain ait parfois été ralentie par des défis de coordination et des difficultés logistiques. La discipline budgétaire, dans ces contextes d'urgence multiples, est restée un défi constant pour les gouvernements. Le gouvernement sourinois a affiché une volonté politique forte de moraliser la vie publique et de lutter contre la corruption. Des dossiers emblématiques, comme les récentes demandes de poursuite contre le ministre Moutamba, sont présentés comme des signaux d'une justice qui s'affirme. Malgré les difficultés internes, les gouvernements ont su maintenir la confiance de partenaires internationaux, des institutions comme la Banque mondiale, avec des financements récents significatifs, et les FMI ont continué à soutenir la RDC. Reconnaissons les efforts des réformes. Ces appuis sont cruciaux pour équilibrer les comptes et financer des projets structurants. La gestion de la dette publique est également au centre des préoccupations, les gouvernements cherchant à assurer sa soutenabilité tout en répondant aux immenses besoins des développements. En somme, cette première année du gouvernement souminois, dont la gestion des finances publiques, a été celle de la continuité des réformes engagées et de la confrontation aux réalités du terrain. Les bases d'une gestion plus saine sont posées, mais les pressions sécuritaires, les défis structurels et l'ampleur des attentes populaires rappellent que le chemin vers une stabilité financière durable et un développement inclusif demeure un parcours exigeant et de longue haleine. Bonjour Tony Libendia. Bonjour. Merci beaucoup une fois de plus d'être là. Les finances publiques en République démocratique du Congo sous Judith Souminois Tuluka. Quel bilan ou un peu de manière globale, quelle image donne-t-elle aujourd'hui? Bon, je voudrais commencer par souligner, à mon avis, la plus grande réussite de la gouvernance souminoise, surtout en matière des finances publiques. C'est le fait d'avoir pu maîtriser ou stabiliser les taux d'échange ou encore stabiliser les taux d'échange ou encore l'inflation malgré l'intensification des combats dans l'Est, malgré l'occupation rwandaise des grandes villes et des pans entiers dans les nord et les Sud Kivu. Tout à fait. C'est-à-dire, à mon avis, c'est la plus grande réussite de cette première année de la gouvernance souminoise. Parce qu'il faut les souligner. Il y a un temps, je crois, fin 2024, déjà l'inflation, mais aussi la dépréciation de la monnaie nationale était insoutenable. C'est-à-dire, on se disait, d'ici peu, on atteindra la barre des 3 000. C'est un sujet sur lequel on va revenir un peu plus en détail. Voilà, justement, c'est-à-dire que c'est rendre compte qu'il y a à la fois maîtrise de ces taux, je l'ai dit rapidement comme ça, et que la guerre arrive, mais qu'il y ait, si vous regardez de manière générale les chiffres macroéconomiques, il y a maîtrise des données, à mon avis, c'est la plus grande réussite. Mais ce qui est vrai, il reste quelques tares quand même, c'est au niveau de la lutte contre la corruption. On sent que les acteurs politiques, mais aussi les gestionnaires des établissements publics, sont hésitants. Ils ne suivent pas les pas de la volonté établie du chef de l'État que le gouvernement doit transformer en œuvre. On sent que en termes de corruption, en tout cas, ça traîne, mais aussi en termes d'impact social. C'est-à-dire que si vous regardez au niveau de la répartition de la richesse, on se rend compte quand même qu'il y a toujours des déséquilibres. Ces déséquilibres. On se rend compte également qu'il y avait une véritable fissure entre la classe dirigeante, les patrons des entreprises publiques, ainsi de suite, et la masse ouvrière,
les peuples, celui qu'on appelle les Congolais lambda. On sent qu'il y a vraiment une forte fissure et cela entraîne des tensions sociales, cela entraîne réduit la confiance des gouvernés à l'égard des gouvernants, mais aussi sape certains efforts qui doivent être faits parce qu'il y a de ces efforts-là que la population dans son ensemble doit accompagner. Mais si celle-ci a l'impression qu'elle est marginalisée en termes de répartition des richesses, ça sera compliqué pour poursuivre les mesures. Et puis vous verrez dans des situations qui paraissent carrément d'injustice sociale, la population est livrée à des manipulations. On peut facilement taxer quelqu'un de détourneur et ça colle la peau. On peut facilement jeter une fake news liée à un détournement. Vous vous rendrez compte que la grande masse aura du mal à porter un bon jugement. C'est-à-dire que parce qu'elle est déjà cette population exaspérée en quelque sorte. Oui, fragilisée par ses conditions sociales, ses conditions d'existence, son quotidien, qu'elle se mette à penser comment chercher un pain en son enfant ou à défendre peut-être une personnalité politique qui a à tort ou à raison été citée dans des affaires de détournement et autres. C'est-à-dire ça fragilise, ça crée un climat néfaste et donc ce genre de climat n'a jamais été positif pour l'économie nationale. Donc, il y a des points où nous avons senti des avancées durant cette première année des Souminois, bien avant même sous Sama Lukonde. Je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais après, on se rend compte qu'il y a des endroits qu'il faudra vraiment recadrer pour la question de faire ressentir au plus grand nombre les efforts qui sont fournis à un certain niveau. Tout à fait, à un certain niveau. Igor Biwaka, Tony Dibendila a évoqué notamment l'aspect sécuritaire. Le gouvernement souminois et les finances publiques de la RDC dans leur globalité ont été butés à une contrainte très importante, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors face ou malgré justement ces urgences sécuritaires et sociales, est-ce que le gouvernement a su pendant cette première année à maîtriser les dépenses et à garantir notamment ce qu'on appelle la discipline budgétaire? Alors, Patrick Mbala, donc vous l'avez d'ailleurs bien circonscrit. Il faut rappeler ici les contextes dans lesquels la chef de l'exécutif congolais a pris les rênes. Tout à fait. C'était un contexte marqué évidemment par la recrudescence de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, une situation qui n'a pas été aussi favorable pour les finances publiques. Tout à fait. C'est dans ces contextes-là en tout cas que Souminois a été donc investi comme premier ministre et donc ce n'était pas facile. Vous savez au fait quand vous êtes dans un pays où vous êtes agressé, où vous devez faire face, n'est-ce pas, à la guerre d'agression, donc les finances également doivent être concentrées pour la sécurité, pour la défense. C'est ce qui a été fait exactement, voyez-vous. Donc, pour évaluer l'action gouvernementale souminois, on ne peut pas trouver en fait des mots simples pour dire que voilà, c'est calamité, c'est désastré, comme cela est en train de se dire ça et là. On ne peut pas juger souminois sur fond en fait de ses moins performances. Il faut regarder d'abord les performances qu'elle a pu, n'est-ce pas, engager. Pendant ces 1 an, ce n'est pas facile. Tout à fait. Vous êtes dans un état où vous êtes agressé, où vous devriez, à l'évidence, consacrer en fait la majorité, n'est-ce pas, de vos finances, la majorité de vos ressources pour la défense, la sécurité, d'ailleurs, ce qui est en train d'être fait. Si on regarde bien en fait le dernier communiqué d'ailleurs du ministère des Finances qui fait état de la situation provisoire des dépenses exécutées, n'est-ce pas, en procédure d'urgence au cours des 3 premiers mois de l'année 2025, on se rend compte que 15,63% en fait des dépenses globales de l'État ont été exécutées en procédure d'urgence. Tout à fait. Donc 14%, n'est-ce pas, de ces dépenses-là sont orientées ou dirigées vers la défense. Les impératifs sécuritaires. Vers les impératifs sécuritaires. Donc voilà. Ce qui prouve en suffisance que voilà, le gouvernement est en train de mettre du paquet. La situation sécuritaire instable de la partie orientale ne favorise pas les choses. Voyez-vous, vous avez d'un côté la prise
des grandes villes qui sont pourvoyeuses en termes des ressources, qui alimentent les finances publiques, des villes qui sont entre les mains de l'ennemi, ça peut te fragiliser. Mais la question la plus essentielle, c'est vrai, les impératifs sécuritaires sont là. Est-ce que la discipline budgétaire est vraiment garantie? Quand on voit notamment que, connaissant l'ensemble de toutes ces réalités, on arrive quand même à une situation où on doit avoir une loi des finances rectificative. Est-ce qu'on peut dire que la discipline vraiment budgétaire a été au rendez-vous dans la gestion des finances publiques par le gouvernement Soumino? D'ailleurs, je voulais justement en venir, puisque j'évoquais ici d'abord toutes les contraintes, n'est-ce pas, dans lesquelles émerge l'écosystème économique de la République démocratique du Congo, les contraintes qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo de pouvoir sauvegarder, en fait, son autonomie économique. D'où, en fait, la conséquence. On est en train, en fait, également de chercher comment renflouer avec les ressources extérieures. Alors, parlons de la discipline budgétaire. On ne peut parler que c'est vrai qu'il y a au moins un certain relâchement dans la discipline budgétaire, avec raison. Pourquoi? Parce que il y avait tantôt la suppression de la patrouille financière qui est un atout des mises et des tailles pour justement assurer cette discipline budgétaire. Voyez-vous? Et cela, une fois supprimé, ça fait en sorte que, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, en termes d'orthodoxie financière, certains gestionnaires, certains mandataires, Patrick Lumumba ne veut pas se voiler la face, patrouille financière qui avait fait écro, mis en gel, ça ne pouvait qu'également favoriser la gabégie financière de certaines personnes pour qu'ils puissent encore se renflouer davantage les poches. Voyez-vous? Donc, en termes d'orthodoxie, en termes de discipline budgétaire, il y a vraiment du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, pourquoi? Parce que il faudrait renforcer les mécanismes de transparence. Tout à fait. Renforcer les mécanismes de transparence, d'où l'impératif qui a été d'ailleurs rappelé par le président de la République, de réactiver la patrouille financière. Parce qu'on se trouve dans un contexte où le pays est agressé. Donc il faudrait beaucoup plus de ressources financières pour faire face à cette situation-là, pour éviter en fait la surchauffe. La surchauffe, quand on parle de la surchauffe, puisque les incidences de la guerre impactent négativement sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, sur même la stabilité de la monnaie d'échange que nous allons en fait développer tantôt. Voyez-vous? Donc en fait tous ces paramètres-là, qu'il a fallu en fait vraiment chercher des mécanismes beaucoup plus probants pour nous protéger. Voyez-vous? Donc la transparence des fonds publics, ajouter à cela en fait les contrôles parlementaires doivent être également beaucoup plus efficaces. Tout à fait. Parce que quand le contrôle parlementaire n'est pas efficace, ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel. Voilà, le contrôle juridictionnel, comme l'avait dit Patrick Lumumba, doit être beaucoup plus efficace. Parce que quand ce n'est pas efficace, vous verrez que les mandataires qui sont trop redevables ne les seront plus. On a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de mandataires qui ont été interpellés dernièrement à l'Assemblée nationale, qui sont justement de s'inscrire dans la vision, n'est-ce pas, du président de la République. Le président de la République avait instruit au gouvernement de trouver des mécanismes beaucoup plus probants pour renforcer en fait la mobilisation des ressources à l'interne. Effectivement, la mobilisation des ressources à l'interne. En lieu et place des fait de se contenter toujours des ressources extérieures. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais encore revenir. Tout à fait. Alors, Tony Dibendila, lorsque Judith Suminwa et son gouvernement sont investis à l'Assemblée nationale, l'une des grandes promesses qu'elle a faites du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, c'était notamment la mobilisation des recettes. Est-ce que cet objectif a été atteint? Bon, il faudra, vous savez, les contextes actuels de la gouvernance publique en RDC, avec les défis qui sont nôtres, les défis qui sont surtout sécuritaires, je voudrais qu'on ne tienne pas trop rigueur à la gestion, surtout à la mobilisation des recettes du gouvernement Soumino. Parce que déjà, je rappelle le fait que l'occupation des Bukavu et des Goma, mais aussi des autres territoires, fait perdre des millions et des millions de dollars de recettes chaque mois à l'État congolais. Ce qui veut dire aujourd'hui, à cause de cet impératif-là, à cause de cette situation sécuritaire, le gouvernement Soumino n'a pas vraiment réussi à atteindre cet objectif. Mais je dirais, c'est tout à fait non, c'est une conséquence directe. C'est une conséquence directe, c'est-à-dire qu'il y a des imprévus, il y a des États ennemis qui vous attaquent, qui prennent en otage
une partie des parties importantes de vos recettes. Et voilà, la situation économique est chaotique. Je crois que nous l'avons traité à multiples reprises, même à Ecofin. Les correspondants sur place, la société civile, ils vous diront qu'à Goma, par exemple, et Bukavu, les trafics réguliers du lac n'est pas encore revenu comme il se doit. Les activités économiques sont à berne, les banques ne fonctionnent pas, il n'y a pas de taxes. Même si les autres secteurs fonctionnaient, l'État congolais ne peut pas bénéficier des retombées de ces secteurs-là. Déjà, la situation était chaotique, c'est-à-dire la situation économique est très compliquée dès l'entrée des forces ennemies en janvier. Et donc, cela remet déjà en cause les capacités de mobilisation du gouvernement Judith Suminwa. Et donc, c'est pourquoi, à partir de là, moi, je voudrais d'ailleurs féliciter, je l'ai dit tantôt, ce gouvernement à travers les efforts fournis pour avoir ne serait-ce que les budgets aujourd'hui, bien qu'il y a la loi rectificative qui a quand même revu légèrement à la baisse les budgets, les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025, mais au moins on se rend compte que les chiffres macroéconomiques dans l'ensemble sont maintenus et que la pression fiscale a été maintenue et cela a permis à ce qu'il y ait quand même des retombées budgétaires aujourd'hui observées. Et donc je crois qu'il faudra ne pas être beaucoup plus rigoureux parce qu'on ne s'attendait pas, personne ne s'attendait à ce que la guerre prenne autant c'est-à-dire que la guerre prenne autant de violence, une telle tournure. Et donc, dans un contexte comme ça, surtout que il faudra acclamer la décision salutaire de ces gouvernements, celle de doubler les salaires des militaires au combat et même des policiers, et même au-delà de ça, prendre des primes spéciales de $500 pour chaque militaire qui est au front. Et moi, je crois que ce sont des décisions courageuses, mais il faudra plutôt faire pousser les gouvernements à trouver des solutions adéquates en termes de la sécurité, parce qu'il faut se rendre compte que les populations congolaises dans des territoires là occupés souffrent énormément. Et d'ailleurs, j'avais salué les efforts fournis en termes de la participation des élèves congolais des territoires occupés aux examens d'État. Ça, il faudra les souligner. Il y a eu des items, il y a eu l'organisation de ces sessions, des hors-sessions. J'espère qu'il y aura également la tenue des sessions ordinaires. Et voilà, donc l'ensemble de ces éléments-là nous donne un aperçu clair des efforts, des efforts qui sont aujourd'hui menés. Et donc, il faudra, en termes de mobilisation des recettes en tout cas, mettre un peu d'eau dans notre vin pour ne pas être rigoureux au regard des défis actuels. Donc, il faut être un peu plus indulgent avec le gouvernement de ce côté-là. Alors, Igor Biwaka, on a remarqué que lorsqu'on parle des finances publiques, on parle aussi de la dette publique. On a remarqué au cours de cette année, et même c'était une dynamique qui avait déjà commencé, les institutions, les bailleurs des fonds internationaux font de plus en plus confiance à la RDC. Et cet argent, ces appuis internationaux reçus constituent des dettes de facto. Alors sont-ils gérés vraiment de manière efficiente afin de, on va dire, afin d'assurer la soutenabilité de cette dette? Parce qu'on sait que parfois, lorsqu'on reçoit de l'argent, de l'appui international, on l'utilise, mais pas de manière à rendre cette dette bénéfique et soutenable pour l'État congolais à long terme. Alors, Patrick Lumbala, avant justement d'aborder la question, j'aimerais bien ramasser un tout petit peu, la question des mobilisations de recettes. Allez-y. C'est vrai, on peut parler de la baisse des recettes. Mais il faut souligner ici que cette baisse-là n'est pas aussi drastique pour faire parler. Lors de l'échéance fiscale du 30 avril 2025, on avait salué les performances réalisées par la Direction générale des impôts. Tout à fait. Avec une mobilisation au taux de réalisation par rapport aux assignations qui les sont, en fait, voulais-je dire, par rapport aux assignations initiales. Ils ont réalisé 97%, c'est-à-dire ils ont pu mobiliser une affaire de 2,7 milliards de francs congolais sur le 3 milliards qui a été en fait projeté. Comme pour dire que voilà, en ces termes-là, sur fond en fait du contexte, sur fond de la guerre, en toile de fond, vous avez la situation sécuritaire précaire et que vous réussissez quand même à mobiliser autant de ressources du moment où il y a les localités ou encore les territoires comme la province du Nord Kivu avec Goma et Bukavu qui alimentent à hauteur annuellement de 20 à 30 millions de dollars américains. Tout à fait.
vous ne recevez pas ces parts-là, mais quand même, vous arrivez à mobiliser autant de ressources à preuve à suffisance que voilà, il y a quand même un effort qui est en train d'être fait. Mais au-delà, en fait, de cet aspect, pour revenir, n'est-ce pas, à votre question de la confiance des bailleurs, des fonds, des institutions internationales. Oui, avec raison, puisqu'on s'est rendu compte que, je dirais même que c'est inédit, que la République démocratique du Congo puisse recevoir autant de ressources extérieures. Et cela vient également pour soutenir, tant soit peu, en fait, le budget, n'est-ce pas? Parce que déjà là, on traverse une situation difficile, mais les indicateurs macroéconomiques sont toutefois prometteurs, pour ne pas dire au vert, sont quand même prometteurs, puisque si ces indicateurs macroéconomiques n'étaient pas prometteurs, je ne pense pas que ces bailleurs de fonds allaient soutenir la République démocratique du Congo. Voyez-vous, il n'y a pas plus longtemps que, je crois hier ou avant-hier, où le ministre des Finances, Doudou Famba, devant des élus, a présenté les 8 projets de loi qui concernent, en fait, les accords de financement, évidemment, avec ces bailleurs de fonds, à hauteur de plus de 2 milliards de dollars américains, ce qui prouve à suffisance que voilà, il y a quand même une forme de confiance qui est accordée au gouvernement congolais. Et cela, c'est à mettre à l'actif, évidemment, du gouvernement soumis, puisqu'on l'a pas vu à l'époque. Puisque si on regarde bien les relations qu'avait la République démocratique du Congo avec l'extérieur, c'était une relation qui s'était, je dirais, détériorée, une relation qui s'était amenuisée au fond, jusqu'à telle enseigne que, n'est-ce pas, ces institutions internationales n'arrivaient plus, n'est-ce pas, à financer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de transparence. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de recommander, Patrick Lumumba, là. On a reçu ces fonds. On les a fait approuver à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Mais le plus important ici, Patrick, c'est de faire quoi? C'est de suivre que ces fonds-là soient effectivement assignés aux tâches, dans les projets qui leur sont été assignés préalablement. Patrick Lumumba. Donc c'est en fait ça, le hic, ou encore on doit marteler cette évidence-là, puisqu'ils sont des projets, en tout cas je dirais, à fort impact économique. Puisque les défis du gouvernement souminois, puisqu'on regarde le gouvernement souminois, on se rappelle au fait des axes prioritaires quand il était venu avec la création de 6,2 millions d'emplois. Les Congolais ne voient que ça. Une année après, est-ce que 1 million d'emplois ont été créés en République démocratique du Congo? On dira non. Ça, c'est une question importante. C'est une question importante, mais cela ne veut pas dire que voilà, qu'il faut peindre du noir. Il faut peindre du noir dans la réalisation des soumis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, Patrick Lumumba. On ne peut pas parler un an de gouvernement chinois sans pour autant évoquer les défis. Je le fais rapidement. Le premier défi, en fait, c'est de renforcer les pouvoirs d'achat. Et ça, c'est une évidence capitale. Même le président de la République a toujours insisté sur ça. On avait parlé, au fait, de la hausse du SMIC. Où en sommes-nous jusqu'à présent? Donc, c'est quelque chose de plus important qu'on doit vraiment veiller sur ça. Ça doit être concrétisé. Parce que à partir de cela, ça pourrait tant soit peu équilibrer, n'est-ce pas, les finances publiques. Mais je vous en prie, parce que je suis en train de citer. Un autre défi encore, c'est celui de la diversification de l'économie nationale. On en parle, mais on ne sait pas encore comment matérialiser cette diversification de l'économie nationale. C'est en tout cas le plus grand défi également, qu'a également le gouvernement souminois, outre le renforcement du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie nationale, mais également un autre défi que je crois bien qu'on va beaucoup plus peaufiner. Je crois qu'il y a quand même des efforts qui ont été consentis en termes de ces défis. C'est évidemment la stabilité du taux d'échange que nous avons. On va y revenir avec force et détail. Tony Dibendila, en termes des finances publiques, on a parlé ici, Igor l'a relevé. Oui, il y a la guerre qui bat son plein en ce moment. Mais en termes de mobilisation, l'État continue quand même à être résilient. Mais est-ce que cette mobilisation se fait ressentir vraiment dans le quotidien des Congolais? Ça, c'est la question sempiternelle que les Congolais se posent. Je crois que je l'ai évoqué tantôt. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des mesures, justement pour permettre à ce que cette mobilisation des recettes, parce qu'il y a des défis. Vous savez, les Congos, c'est un pays où quasiment tous les secteurs font preuve d'urgence. C'est-à-dire qu'ils sont il y a des questions d'urgence à résoudre dans quasiment tous les secteurs. Regardez les infrastructures à Kinshasa. Quasiment toutes les avenues sont détériorées. Il faut D'ailleurs, le gouvernement central avait alloué, je crois, plus de 40 millions de dollars à la ville de Kinshasa pour réhabiliter les routes secondaires et tout. Et la question sécurité, on l'a largement évoquée. Il y a quasiment tout le secteur. Il faut relancer l'agriculture parce que, vous le savez, les chefs de l'État d'ailleurs l'avaient longuement évoqué au cours de ces multiples sorties médiatiques, la revanche du sol sur les sous-sols. C'est-à-dire qu'il faut relancer les secteurs de l'agriculture.
il y a Imukanga Lonzo qui a fait un flop. Tout Le à fait. gouvernement cherche à relancer ses projets parce que si vous vous rendez sur place, je crois que vous avez vu ces reportages devenus viraux dans les réseaux sociaux où l'ancien premier ministre Ilunga Lunkamba s'est rendu sur place avec une forte délégation abasourdi d'ailleurs de la situation. Il a vu la situation, tout était abandonné. Il y avait des tracteurs neufs, ainsi de suite. Il y a des engrais, quasiment tout était abandonné. C'est un projet qu'il faudra vite relancer. Parce que lorsqu'on parle lorsqu'on évoque la question du ressenti du peuple à l'égard de la mobilisation des recettes ici évoquées, c'est répandu. On parle du ventre, c'est-à-dire, et on dit c'est lui qui contrôle ton ventre, tes contrôles. C'est-à-dire, c'est quasiment ce qui se passe. Si l'État congolais ne contrôle pas les ventres des Congolais, il y aura d'autres forces obscures qui vont contrôler ces ventres-là et les gens agiront suivant les intérêts de ces ventres-là et de ces contrôleurs privés. Et donc, moi, je crois que l'État doit s'investir davantage, bien que les urgences sont quasiment dans tout le secteur. Mais il est important de noter, comme je l'ai dit tantôt, les efforts qui sont consentis aujourd'hui. Mais de toutes les façons, en tout cas, de toutes les façons, la mobilisation, elle est là, elle est réelle, mais la répartition reste un véritable défi pour la gouvernance de la République. Pour la gouvernance de la République, on va terminer ce sujet avec vous, Igor Biwaka. Évidemment, Patrick Lumbala, puisque je suis en train d'évoquer ici les défis, n'est-ce pas, de ces gouvernements souverains. C'est vrai, on ne peut pas parler de ces défis, on ne peut pas parler au fait du gouvernement souverain sans pourtant évoquer les défis liés au secteur monétaire. Vous savez, l'économie de la République du Congo, on a toujours reproché à cette économie son extraversion. Aujourd'hui, on est dans un contexte où tout se fait en dollars américains et c'est ignoble. Pourtant, il y a des mesures qui ont été en fait prises, n'est-ce pas, pour contenir un tout petit peu cette dollarisation de l'économie nationale. Donc ici, c'est question en fait de rappeler aux membres du gouvernement qu'une fois que les instructions sont données, ils doivent s'activer pour, n'est-ce pas, répondre, tant soit peu, à ces instructions-là. Donc c'est très important pour que les bilans de la première ministre soient aussi favorables. Et c'est vrai que ce n'est pas des choses à faire en un an. C'est difficile en tout cas. C'est difficile, mais quand même, ce sont des défis qu'on peut relever au terme des initiatives qui ont été prises. Je prends par exemple, en ce qui concerne en fait, le prix du carburant à la pompe. Tout à fait. Voyez-vous, on a baissé des 13%, si je ne m'abuse, le prix de carburant à la pompe. Quelles conséquences? Et ça s'est fait ressentir. Et ça s'est fait encore ressentir. Puisqu'on avait assisté à une flambée des prix du carburant. Ce qui a entraîné une flambée également des prix, je dirais, une tarification démesurée des prix de transport en commun, à Kinshasa principalement, Patrick Lumbala. Tout à fait. Mais dès lors qu'on avait un tout petit peu essayé de ramener les choses, n'est-ce pas, à la règle, on s'est rendu compte que voilà, la situation s'est améliorée. Et puis un autre défi, Patrick, je vais en tout cas... Un peu plus vite, j'étais plus vite. On l'a d'ailleurs évoqué ici, c'est justement question de stabiliser les prix des denrées alimentaires. On a toujours évoqué ça ici, on fait une télévision, on fait des reportages sur terrain à Patrick Lumbala, on part, n'est-ce pas, à la rencontre des vendeurs, des petits commerçants, des commerçants qui évoluent à petite échelle, Patrick Lumbala. Quelles sont leurs doléances? Les doléances sont des gens, voilà, on fixe de manière démesurée le prix du taux de change. Pourtant, on reconnaît un prix officiel du taux de change. Voyez-vous, mais pourtant, il y a des opérateurs économiques qui s'aventurent à fixer comme on a l'impression que le contrôle économique est plus qu'inexistant. Alors d'où la nécessité également de recentrer, n'est-ce pas, les efforts sur les investissements, n'est-ce pas, du secteur à fort impact économique. C'est très important. Je crois bien que le gouvernement souminois va s'activer sur cette évidence-là, que je en fait donner encore de plus en plus une bonne image de son quinquennat. Tout à fait, Igor Biwaka. Je pense que vous avez on va dire, enjambé en quelque sorte déjà sur le secteur que nous allons aborder maintenant.